Bonjour, chers amis. Moi, c'est William Anishei Kabea, médecin de formation. Je vais aujourd'hui parler d'une question et d'une notion qui a, ces derniers temps, touché la société congolaise et dont nous n'avons pas eu suffisamment de spécialistes pour nous en faire la lumière. Je vais le faire non pas en tant que spécialiste de sciences sociologiques, mais avec un regard de médecin. Bonjour et bonsoir, selon que vous recevrez ma petite vidéo. Je vais me servir de mon téléscripteur pour parler du genre. Ce qui a permis aujourd'hui aux Congolais d'en faire beaucoup d'épilogues, c'est lorsque le président sortant, Félix-Antoine Tshisekedi, a fait une déclaration devant des masses populaires congolaises, comme quoi Denis Mukwege, l'autre candidat non moins de taille en place, qui serait celui qui a des problèmes de genre, parce que, se disait-il, M. Tshisekedi, qu'au Congo, nous n'avons pas des problèmes de genre. De quoi s'agissait-il? Et finalement, M. Mukwege a eu l'opportunité d'y répliquer lorsqu'il a dit je vais aussi ici, c'est ici l'occasion pour moi de répondre à ceux qui ont dit que moi j'avais des problèmes de genre, etc., etc. De quoi est-il question? Pour en parler, nous avons fait un petit plan, c'est juste pour 10 à 15 minutes, nous n'allons pas prendre beaucoup de votre temps. Nous allons essayer de dire ce qu'est le genre et ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire définition, combien de types de genres considère-t-on qu'il y a et qu'est-ce que chaque genre sous-entend ou signifie. L'identité du genre sera notre troisième point, l'expression du genre. Nous parlerons aussi de ce que l'on pourrait dire sexe physique, de la dysphorie de genre et enfin de l'orientation sexuelle. Alors, d'entrée de jeu, nous vous disons que c'est une approche et une compréhension de quelqu'un qui a fait la médecine où les termes genre est aussi invoqué souvent en tant que sexe, surtout dans le monde où nous nous trouvons spécifiquement de l'obstétrique et de la gynécologie où j'évolue. Cela nous intéresse beaucoup. Et d'où mon intérêt sur le sujet, loin de moi de polémiquer sur les aspects politiques ou politiciens. Et donc, mon intérêt, c'est juste donner la lumière et surtout de faire probablement une petite analyse, un commentaire sur l'état des lieux ou de la question en République démocratique du Congo et ailleurs, peut-être les comparer. Et d'entrée des jeux, je vais vous dire que quant à ce qui concerne la définition, le genre n'a rien à voir avec le sexe, mais je dirais, à mon avis, que le genre inclut le sexe, parce que le genre a une définition plus large et même une définition encore secondaire, parce qu'il y a deux définitions, deux entendements du genre. Le genre duquel nous ne parlons pas ou dont nous ne parlons pas aujourd'hui, c'est celui, notamment, je vais vous donner un exemple, où quelqu'un, un père de famille, s'exclame et dit à son garçon: quel genre d'enfant êtes-vous? Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le sexe de l'enfant, ça a à voir probablement à un comportement inaccepté, un comportement que le parent ne voudrait pas. Et ici, il est question de parler de la condition, il est question de parler de l'état, des qualifications liées au comportement d'une personne, n'est-ce pas, qui a eu à énerver son père. Mais finalement, on peut aussi considérer que l'on parle des questions du genre lorsque l'on veut désigner ce que nous appelions à l'école primaire qu'il y a l'existence de trois types de genres. Il y a le genre féminin, le genre masculin et le genre neutre. Genre neutre comprendrait tout ce qui n'a rien à voir avec l'homme
et la femme. Et tout ce qui est du genre masculin inclurait des éléments spécifiques que vous pourriez attribuer à toute personne qui est masculine. Et là, vous êtes en train, entre guillemets, de faire allusion à son sexe. Et finalement, là, ça n'a rien à voir avec le genre auquel Félix Tshilombo Antoine Tshisekedi faisait, n'est-ce pas, en parlant à Denis Mukwege, lui lançant qu'au Congo, nous n'avions pas des problèmes de genre. Et c'est de ce genre-là que nous devons parler maintenant. De quoi s'agit-il lorsqu'on parle de ce genre-là? Il est question, n'est-ce pas, d'une construction socio-culturelle des rôles masculins et féminins et des rapports entre les hommes et les femmes. Et donc ici, on est en train de décrire des fonctions sociales assimilées et inculquées culturellement. C'est-à-dire dans une société donnée, parce qu'en fait la question même du genre est dynamique, elle peut être, n'est-ce pas, considérée pendant une période donnée et après une autre période dans une même société changée, et donc elle est dynamique. Et vous le savez, il y a des sociétés dont les cultures sont dynamiques et il y a des sociétés dont les cultures sont rigides. Et chacun pourrait ainsi de manière libre se définir. Et lorsqu'on parle des sociétés, on ne veut pas dire que la société devrait être résumée à un État. Pour qu'un État vienne légiférer ici dans une matière qui ne relèverait pas de sa compétence et déclarer par exemple qu'au Congo, nous ne devons pas faire ceci, au Congo, nous sommes ceci, en Ouganda ou bien au Zimbabwe, nous n'acceptons pas que ceci. Et donc, à mon avis, ce n'est pas une question, une matière à légiférer là-dessus parce qu'elle relève de la question essentielle et fondamentale du respect des droits de libre expression, de libre choix, de notre libre existence à tous. Les gens sont ainsi le résultat des relations de pouvoir présentées dans une société et sa conception est alors dynamique, comme je venais de le dire. Elle peut changer selon les circonstances particulières. Vous avez ainsi des gens qui choisiraient de se présenter selon un genre donné et cela, c'est libre à eux. Personne ne deviendrait le régenteur ou celui qui doit venir, n'est-ce pas, leur définir ce qu'ils doivent et qu'ils aient à faire. Et ceci nous amène à ce que n'est pas le genre, ou ce que le genre peut englober, sous-entendre, c'est la question du sexe. Le sexe est par contre, lui, une question déjà définie biologiquement, et la biologie ici incluant à la fois l'anatomie, la physiologie de la personne. C'est-à-dire, vous aurez, lorsque vous parlez d'une femme, il y aura un sexe génétique, ce qui est le sexe que nous ne voyons pas, qui est défini par nos chromosomes. Lorsqu'on a XX, on est donc femme, et lorsqu'on a XY, on est homme, et ma foi, il y a aussi entre les deux, des hermaphrodites, ce dont le sexe a été, je dirais, court-circuité ou mal formé sur le plan chromosomique. On a eu des XXY ou des XYY ou n'importe quoi qui pourrait donner à quelqu'un finalement une autre formation anatomique et à la fois un autre fonctionnement physiologique et qui pourrait pousser la personne, n'est-ce pas, à s'orienter autrement, c'est-à-dire à décider que moi je m'identifie d'abord en tant que tel, c'est ce qu'on appelle l'identité du genre, c'est une décision et une question personnelle, individuelle, et tout comme il y a aussi l'orientation sexuelle que cette personne pourrait avoir, nous allons en parler. Et donc, je dis que le sexe concerne ce que nous obtenons de nos parents qui se traduit de manière anatomique par des appareils reproducteurs, mais aussi par
les caractères dits sexuels secondaires, c'est-à-dire chez l'homme, vous aurez la barbe, vous aurez sur les épaules, il n'y a pas d'arrondissement, c'est carré, c'est droit. Vous aurez les seins qui ne sont pas prominents chez l'homme, le bassin qui n'a pas un dépôt graisseux, qu'on dit la calipigie, comme chez la femme, où les bassins ont un dépôt calipigique, c'est-à-dire le dépôt de graisse plus important qui en fait la différence. Vous avez l'apparition des organes génitaux, notamment le vagin chez la femme, les pénis chez l'homme, les testicules, les consorts, et vous avez au sein de la femme, en dedans, le col, l'utérus, et puis vous avez les trompes et les ovaires, tandis que l'homme, vous aurez tout simplement le pénis, et puis les conduits des urines, à la prostate et consorts. Et donc, sur le plan anatomique, on peut définir ce sexe-là, tout en acceptant déjà qu'il y aura aussi des problèmes qui sont non pas des exceptions, mais des accidents chromosomiques qui font qu'il y aura des hommes qui auraient des conformations hermaphroditiques, qui ne sont ni l'homme ni femme. Et cela nous pousse à parler des rapports entre les deux. Nous avons déjà dit qu'à notre avis, le genre inclut le sexe. Parce que le genre parle non seulement du sexe, mais des autres aspects. Bien que le genre a en ceci que les choses sont socio-culturellement définies. C'est une question des cultures, c'est une question sociologique. Et nous avons finalement, comme nous l'avons dit, les types de genres. Vous avez des personnes que l'on dit être agenres, c'est-à-dire ce sont des personnes qui se reconnaissent dans aucune identité de genre. Et elles se considèrent, ces personnes-là, non-genrées ou neutres. Certaines personnes à genre estiment qu'elles n'ont pas d'identité de genre, tandis que d'autres vont vous dire qu'elles estiment que la genre est en soi une identité de genre. C'est-à-dire, lorsqu'on dit qu'une personne est à genre, c'est-à-dire qu'elle s'est définie. Cela peut être similaire ou chevaucher l'expérience d'être neutre en termes de genre ou d'avoir une identité de genre neutre. Ça, c'est une possibilité. C'est-à-dire, ils ne se définissent ni à gauche ni à droite. C'est une définition de quelqu'un. C'est une question socio-culturelle. Et lorsqu'on parle des socioculturels, on voit la société européenne, la société noire, mais il faut faire attention. Ceci devrait ou est une question qui a trait aux droits humains. Et lorsqu'on parle de droits humains, ça devient une question universelle. Ça ne devrait plus être une question à comprendre seulement dans son seul entourage direct sociologique. Et c'est pourquoi l'Organisation des Nations Unies s'y mêle et essaye de protéger les uns et les autres. Étant donné que certaines personnes à genre n'ont pas d'identité de genre, il est important de ne pas généralement parler des expériences des personnes non binaires ou transgenres uniquement dans le sens de l'identité de genre, lorsque vous êtes en présence de ces personnes pour ne pas les gêner. Mais en réalité, eux aussi de leur côté, ils ne veulent pas être gênés. Et c'est ce que l'on vit déjà dans certaines sociétés. Ces gens-là ne sont pas gênés. Vous avez les personnes toujours dans les types de genre. Le second, c'est les types qu'on dit aromantiques. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui n'ont pas une certaine attirance romantique, des sentiments amoureux, peu importe leur genre, qu'ils soient masculins, qu'ils soient féminins, qu'ils soient au milieu, agenrés, eh bien, en gros, dans un monde où l'idée du coup de foudre est omniprésent, que ça soit dans les médias, les films, les chansons, etc., ces gens-là ne sont pas attirés. Donc, ils n'ont pas une attirance romantique.
Cela pourrait être expliqué par leur physiologie, leur fonctionnement, le fonctionnement de leur corps. Vous n'allez pas aller, n'est-ce pas, les déranger dans leurs sentiments, ce qu'ils ressentent, dans leurs attractions. Ils ne sont pas romantiques, tout simplement. Il y a des gens aussi qu'on appelle asexuels. C'est l'autre type de genre. C'est une personne qui ne ressent pas d'attirance sexuelle du tout. C'est son orientation sexuelle. C'est une pratique méconnue, activement assimilée à l'extérieur à un choix de vie comme l'abstinence par exemple, à un trouble de la sexualité comme l'anorganisme ou encore à une pathologie. Ça peut être une maladie. Et donc, vous n'allez pas obliger, forcer cette personne à penser comme vous. Elle est asexuelle, elle est asexuelle. Elle n'a pas d'attirance, ça pourrait être une maladie, ça pourrait être une définition, une orientation d'elle-même. Vous avez les personnes qu'on appelle les bisexuels. Ce sont des personnes qui ont l'attirance sexuelle ou des sentiments amoureux pour plus d'un sexe, et nous en avons 3. L'hermaphrodisme, le masculin et le féminin. Et plus largement, on dirait que la bisexualité est le fait d'avoir des relations amoureuses ou sexuelles, aussi bien avec des personnes du même genre qu'avec des personnes d'un autre genre. C'est ton problème. Ce n'est pas ton problème. C'est sa jouissance. C'est son affaire. Libre à lui. Vous avez ce qu'on appelle finalement le cisgenre. C'est en fait ce que nous avons comme le nombre le plus important des gens que nous sommes, le commun. C'est une personne en fait qui accepte le genre qui lui a été attribué à la naissance. Et en fait, c'est lui qu'il considère comme lui, c'est-à-dire le genre de son identité. Et utiliser le mot cisgenre permet de rendre visibles les personnes qui n'entrent pas dans cette catégorie. Et donc, on vous a dit que vous étiez garçon depuis votre naissance et vous gardez cela comme ça. Mais attention, peut-être que vous avez les organes anatomiquement sur votre corps qui sont des organes féminins. On vous a dit que vous étiez fille, vous l'avez accepté. Vous êtes cisgenre, c'est-à-dire vous n'avez pas changé, vous n'êtes pas allé du cis au trans. Le transgenre, lui, par contre, on lui a dit qu'il était femme, il est né femme, et anatomiquement, etc. On le sait, et même chromosomiquement, et même selon la figure, mais il veut se transformer, il veut aller au transgenre, il veut devenir une autre personne, c'est son choix. Et on parle de la cisnormativité, et c'est ça le problème qu'on a, c'est le préjugé que l'on a, et un préjugé selon lequel on pense que tout le monde devrait être de la même façon que moi. Et c'est là d'où vient le problème. Et on veut l'imposer aux autres. Et on croit que, puisque certaines personnes parlent de leur choix opposé au vôtre, il faut régenter cela, il faut légiférer là-dessus. C'est wrong, ce n'est pas correct. Il faut laisser les gens libres. Et il faudrait que les Congolais sans passion se transportent à ce niveau-là. Tout simplement. Si vous pensez que cela va entamer notre société, vous devez prouver aux autres en quoi cela va changer la culture de notre société. C'est déjà quelque chose qui existait depuis la Bible, pour ceux qui lisent la Bible. J'ai eu aussi l'occasion de parler de la Bible, où Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, n'accepte pas, ne tolère pas ce qu'on appelle la sodomie et la gomorrhie, c'est-à-dire les hommes ayant le même sexe, se prenant entre eux pour avoir des sentiments que l'on a lorsqu'on a une femme.
C'est la Bible qui le condamne. Est-ce que le Coran le condamne? Est-ce que tout le monde est dans la Bible? Est-ce que tout le monde doit être dans la Bible? Est-ce que tout le monde doit être dans le Coran? Est-ce que tout le monde doit être dans l'hindouisme ou quoi? Non. Donc, il y a à un moment donné où nous devons nous lever et nous dire, non, il y a des valeurs qui ne concernent que certains aspects culturels de certains individus et qui ne doivent pas nécessairement s'imposer à tous, élevant notre esprit. Il y a ce qu'on appelle le démi-romantique. De la même manière que ce que l'on dirait les démisexuels doivent ressentir un lien émotionnel fort avant de ressentir une attirance personnelle, sexuelle, les personnes démi-romantiques doivent ressentir d'abord un lien émotionnel fort. Lorsqu'on parle du romantique, il s'agit d'un lien émotionnel. Tandis que l'on parle du lien ou bien du sexuel, il s'agit d'une attirance vers un sexe. On peut avoir les deux, on peut avoir une attirance émotionnelle, n'est-ce pas, et puis une attirance sexuelle. Et ceux qui sont demi, c'est-à-dire cela se fait à moitié tout simplement. Et il y a des personnes qui sont aromantiques, non pas tout simplement une attirance émotionnelle vers quoi que ce soit. On parle aussi finalement de ce que l'on appelle le genre fluide. Fluide. Vous savez, la spécificité de l'eau, c'est que c'est un fluide. On disait à l'école que l'eau prenait la forme du récipient, n'est-ce pas, qui le contient. Et si l'eau coule, n'a pas de forme, elle pourrait prendre la forme du tracé d'une rivière, et on dirait que l'eau a cette forme-là d'un serpent, mais en soi, l'eau n'a pas de forme. Et la fluidité du genre, en fait, signifie que ces gens-là sont sans forme, c'est-à-dire ils sont sans genre précis. C'est le fait pour une personne de sentir son genre varier au cours du temps. Ces fluctuations peuvent se produire au niveau de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Il s'agit donc d'un changement plus ou moins durable au fil du temps dans une ou plusieurs dimensions de l'orientation sexuelle. Et donc, ces personnes-là se voient capables de changer. C'est fluide. Tantôt, allez, en fait, ils sont et ils peuvent demeurer par moments complètement opposés à l'attirance masculine et dire que pendant cette période, je ne veux sentir que l'attirance féminine. Et donc, c'est encore là une fluidité à respecter. Alors, d'une manière générale, on dit qu'il existe 4 types de gens qui s'appliquent aux objets vivants et non vivants. Donc ici, c'est ce qu'on nous a appris à l'école, c'est que je vous disais au début, que tant ou quand il est question des questions des êtres vivants, on parle des 4 genres. On parle du genre masculin, du genre féminin, du genre neutre et du genre commun. Alors, c'est quoi le genre masculin? Il est utilisé pour désigner un sous-type masculin. Les exemples, c'est comme le roi, l'homme, le garçon, le père, le coq, le taureau, le renard. Voilà des genres qui, en fait, sont là suggestifs. C'est-à-dire, ça vous plonge dans l'idée de ce que vous devriez vous représenter pour être homme et être femme. Parce que lorsqu'on parle du coq et de la poule, là c'est le genre féminin, la vache, la renarde, c'est en fait par rapport parfois à ce que nous appellerons la grammaire qu'on nous a enseigné, où vous avez le genre masculin et le genre féminin, en fait c'est de cela qu'il s'agit. Alors, les genres neutres, il est utilisé pour les choses non vivantes et sans vie. Et là, vous parlez notamment d'une ville, d'une table, des cheveux, etc. Tout ce qui est du bois, de l'ampoule, des habits, des lunettes, etc. Bien que c'est au féminin, les lunettes, mais on parle du genre quand on considère leur état
leur état. On ne considère pas ici l'article qui le précède ou pour en désigner un nom masculin ou un nom féminin. Ça peut être un nom masculin ou un nom féminin, mais à partir du moment où c'est non vivant, c'est du genre neutre. Je me suis fait comprendre. Et le genre commun, il désigne soit un sexe masculin, soit un sexe féminin. Par exemple, l'enseignant, l'étudiant, le cousin, le parent. Alors, nous allons finalement parler de ce qu'on appelle l'identité de genre. Et ici, il est question de la façon qu'une personne se perçoit. Comment vous vous percevez vous-même. C'est votre propre sens interne, votre propre expérience du genre. Vous avez, nous l'avons dit, des personnes qui auraient, n'est-ce pas, été attribuées à un genre tel à la naissance, c'est que nous appelons le cisgenre, mais maintenant, c'est ça, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez un homme, vous vous sentez une femme? Eh bien, libre à vous si vous allez continuer à vivre alors que vous vous sentez comme femme et qu'en réalité, anatomiquement, vous êtes homme, c'est selon le sexe. Eh bien, c'est libre à vous. Est-ce que vous voulez changer pour aller vers ce que vous vous identifiez vous-même comme étant? C'est encore votre propre décision. Certaines personnes dont le sexe biologique ne correspond pas à leur identité de genre peuvent apporter des changements physiques et sociaux pour exprimer leur genre identitaire, leur genre auquel ils s'identifient. Cela peut également, n'est-ce pas, impliquer des changements médicaux, comme la prise d'hormones, une intervention chirurgicale et d'affirmation des genres. Ces processus est appelé la transition. C'est-à-dire, vous êtes en train de passer d'un genre cisgenre que l'on vous reconnaissait vers un genre nouveau. Et ici, il est plus question du transgenre, c'est-à-dire quelqu'un a des testicules, mais il n'en veut plus, on les castre, et puis il a son pénis, et puis on l'enlève, et puis on lui construit un vagin, quitte à ce que s'il veut qu'on lui fasse des implants de sein, on le fait, et sur le visage, s'il veut, je ne sais pas, et fait tout ce que l'on peut faire sur le plan médico-esthético-chirurgical pour obtenir le genre auquel il veut appartenir. C'est le genre duquel il veut s'identifier. C'est l'expression du genre. Il fait référence ici aux caractéristiques physiques, au comportement et l'apparence d'une personne associée à la masculinité ou à la féminité. Les personnes dont le genre est fluide, malheureusement, peuvent exprimer un genre à travers leurs vêtements ou leurs intérêts un jour, puis s'identifier comme un autre le lendemain. Et là, c'est le fluide, lui. Et croit qu'aujourd'hui, je vais, bien qu'étant de cette, n'est-ce pas, nature physique, m'habiller en des habits de nature physique contraire. Il peut le faire aujourd'hui, puis demain il remet le même type d'accoutrement. Alors, l'expression de genre comprend toutes les façons dont une personne communique son genre en fonction des facteurs sociétaux tels que les normes et perceptions de genre. Certaines personnes ont toujours la même expression de genre, tandis que d'autres peuvent changer l'expression. Et c'est très important de le savoir, avec les temps ou en fonction des circonstances, certains jouent avec l'expression de genre à des fins théâtrales. On l'a vu dans, par exemple, l'argot du théâtre de l'époque victorienne, où vous avez des gens qui pouvaient, n'est-ce pas, porter des jupes, des jupettes, etc., pour exprimer un personnage du théâtre, du script, du metteur en scène ou de l'auteur du théâtre, etc., pour donner, n'est-ce pas, ils peuvent même changer, imiter une voix. Les gens peuvent choisir d'exprimer leur identité de genre de différentes manières et à différents moments. Cela peut être psychologiquement pénible pour certaines personnes qui ne se sentent pas en sécurité ou à l'aise pour exprimer leur identité de genre. C'est ça qui fait mal. C'est-à-dire, si quelqu'un veut être ce qu'il est, et puis vous voulez
le forcer, vous voulez dire non, ce problème-là n'existe, c'est un reni. Il ne faut pas être dans le reni inutilement. La dysphorie de genre, malheureusement, ici, ça devient quelque chose d'autre qu'il faut signaler, qu'il faille dire, se produit lorsqu'un enfant se sent en détresse parce que son identité de genre diffère de son sexe. Le sexe est masculin, mais l'enfant, par rapport à son genre, on lui dit qu'il est fille, cette détresse peut affecter la vie scolaire ou familiale. Tous les enfants des genres divers ne souffrent pas des dysphories de genre. Cependant, certains enfants sont à l'aise de s'identifier à un sexe différent de celui qui leur a été assigné à la naissance. C'est ce que nous avons dit au départ, le genre qu'on vous donne à la naissance, qu'on vous reconnaît à la naissance, bien qu'il soit opposé au sexe que vous avez. Et on dit être hétérogène ou expérimenté, n'est-ce pas? L'expression de genre n'est pas un problème, à moins que l'enfant ne semble bouleversé ou angoissé par son sexe. Cependant, certains enfants souffrent de dysphorie de genre, surtout s'ils sont victimes, n'est-ce pas, d'intimidation, de stigmatisation ou de discrimination à l'école ou ailleurs. Et c'est ça les problèmes. On vous stigmatise, on vous intimide, on vous discrimine. Ce sont les trois éléments qui vont aujourd'hui avec l'intolérance de ceux qui, n'est-ce pas, ne veulent pas voir le genre exprimer leur identité contraire à ce qu'ils ont comme sexe. Ils sont non seulement ces trois-là stigmatisants, ils ne sont pas seulement intimidants et discriminants, mais ils deviennent parfois même violents. Ils vous violentent. C'est combien la portion de ce genre qui pose, n'est-ce pas, un problème sur la majorité. C'est pourquoi on doit toujours protéger les minorités. Il faut toujours protéger les minorités. Mais lorsqu'on les protège, on ne leur donne pas le devoir de devenir ascendant sur les autres, de profiter de la protection de la minorité pour maintenant vicier toute la vie des autres, de ceux qui vous entourent, de votre environnement et des autres qui vivent avec vous. Et lorsqu'ils sont dans leur comportement d'hommes et de femmes, ils se définissent comme tels, ils ne sont pas, je dirais, trop exposés ou s'exposant. Ils ne sont pas trop, je dirais, vindicatifs. Mais pourquoi vous voulez faire de cela une raison de chantage, une raison d'obtenir? Non. Restez dans votre peau, on vous la reconnaît, personne ne doit vous discriminer, vous brimer, vous violenter ou bien vous stigmatiser, vous intimider. Mais restez là où vous êtes, tout court. Alors finalement, on a la question dite d'orientation sexuelle. Ici, elle fait référence à l'attirance émotionnelle et sexuelle. Lorsqu'on parle de l'orientation sexuelle, il s'agit d'un aspect romantique et sexuel. L'aspect romantique, c'est l'émotion que vous sentez pour X, une personne. X, je dis bien X, non pas pour désigner une personne féminine, mais X pour désigner une personne tierce qui peut être de votre sexe ou pas. C'est que vous êtes en train de ressentir pour elle, l'attirance que vous avez pour elle, c'est une orientation sexuelle. C'est à cela que vous êtes orienté. Et à l'orientation émotionnelle et l'orientation sexuelle, l'attirance, voulais-je dire. Et l'orientation sexuelle est généralement divisée en 4 catégories. Vous avez une orientation hétérosexuelle, où la personne est attirée par une personne d'un autre sexe. Vous avez une orientation homosexuelle, une femme attirée à une femme, un homme attiré à un homme. C'est
l'homosexualité, vous avez la bisexualité. Les personnes sont attirées aux gens des deux sexes différents, c'est-à-dire toi, tu es homme, mais tu es attiré à la fois par les hommes et à la fois par les femmes, et tu as des rapports sexuels avec les hommes et avec les femmes. Et finalement, vous avez les asexuels qui ne sont attirés par aucun sexe. Voilà les 4 orientations sexuelles que nous avons. On ne pourrait pas terminer cet exposé sans parler de 2 éléments majeurs. L'homophobie. C'est tout simplement ce que nous avions décrié au cours de tout ce que nous sommes en train d'expliquer ici. C'est la peur irrationnelle, l'aversion ou la discrimination à l'égard des homosexuels. C'est tout simplement irrationnel. Et nous devons extirper de notre société tout ce qui est irrationnel. Ceci relève souvent du niveau d'instruction que nous avons. Plus la connaissance augmente, plus nous avons suffisamment d'informations. Nous sommes pétris d'informations, de l'éducation, de l'instruction voulue, nécessaire, cela au plus niveau que possible, c'est-à-dire non seulement au niveau généraliste, mais jusqu'au point spécialisé. C'est-à-dire, si nous n'avons pas la compréhension profonde de la chose, il nous faudrait nous orienter vers les spécialistes en la matière. Et donc, nous vivrons plus à l'aise. Nous aurons la possibilité de la tolérance. Il y a, bien entendu, l'homophobie de certains homosexuels, des gens qui ne sont pas contents eux-mêmes d'être homosexuels. Ça, libre à eux, ça ne détruit pas la société. Il s'autodétruit, il lui faut un psychologue. Il faut quelqu'un qui lui parlera pour qu'il puisse s'accepter. C'est une question d'acception de soi. Et l'homophobie fait également référence au dégoût de soi des homosexuels, ainsi qu'à la peur des hommes ou des femmes qui ne répondent pas aux normes de la société concernant ce que signifie être un vrai homme ou une vraie femme. Ça, ce sont des normes de la société qui posent aussi ce que nous pensons être vrai homme, vraie femme. Le mot vrai n'a pas sa place, vous avez compris. On est homme, on est femme, on a des attirances émotionnelles et sexuelles, selon qu'on le sent dans son corps, et selon que les différentes hormones agissent dans votre corps, et cela est à respecter par tous, l'un à l'égard de l'autre, sans jugement de valeur. Et alors, nous aurons une société équitable, nous aurons une société respectueuse, nous aurons une société rationnelle, tout court. Merci. Et à la prochaine, nous vous parlerons d'autres sujets plus importants qui, n'est-ce pas, se développent dans notre société. Et nous vous disons au revoir et à bientôt.